Ah, dites-moi, Larmina, cette nuit, j'ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour, là-bas. Impossible de dormir. J'ai été obligé de le faire taire. Le muezzin? Vous avez fait taire le muezzin? Le Muezzin. Le prêtre qui appelle les fidèles à la prière du matin. Ah, j'ignorais. C'était donc ça, tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. On m'enlèvera pas l'idée que c'est une curieuse religion. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 10. Cette semaine, émission Barbe, guerre et pipi. Voile sur les filles, barque sur le Nil. On est dans vos vies, on est dans vos bras. On a plus d'appétit qu'un barracuda. Ce soir, on va danser dans vos bras. Ce soir, on a la fièvre et vous mourrez de froid. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation de Alexandra de Claude François. Donc nous allons nous tourner vers l'Égypte car nous allons parler du nouveau film de Tariq Saleh, La conspiration du Caire, aka Brom Boy from Heaven, qui est sorti en France il y a 2 semaines. Et ensuite nous parlerons d'une salve de sorties made in Chine et made in Hong Kong, sortie chez Spectrum Film. Tout d'abord In the Heat of the Sun de Jiang Wen de 1994. Ensuite What Price Honesty de Patrick Yuen en 1981, c'est là où on parlera donc de pipi, et The Lady Assassin de Chinkulu sorti en 1983. Et pour parler de ce jeu programme, autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, vous l'avez entendu à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Le docteur Erwan aura son quart d'heure syndical de retard pour venir parler donc de la conspiration du Caire, il arrivera tout à l'heure. Et à la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Nous allons pouvoir passer aux nouvelles neufs de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, dès demain à l'Arvor, il y a beaucoup de choses cette semaine, beaucoup trop de choses en ce mois de novembre, entre des événements de cinéma, des anniversaires et des concerts en veux-tu en voilà dans tous les sens. On ne sait plus où donner de la tête, il faut faire des choix. Et donc nous vous proposons demain soit à l'Arvor à 19h45, donc il y aura Porco Rosso de Hayao Miyazaki qui repasse. Donc si vous avez le bonheur de pouvoir le voir en salle, précipitez-vous, amenez vos enfants. Et demain au Tambour, sinon il y a une soirée Odyssée avec un S entre parenthèses, comme si c'était un film français, avec à 18h Où est la maison de mon ami de Abbas Kiarostami, et à 20h30 le magnifique The Swimmer de Frank Perry avec Burt Lancaster, dont on avait parlé ici il y a bien longtemps, une petite dizaine d'années, je pense au moins ça, à l'époque où le film était en ressortie nationale à Rennes, notamment au TNB. En tout cas, très très grand film, plastique notamment. Oui. Donc voilà. Sinon, a commencé la semaine dernière jusqu'au début du mois prochain, donc jusqu'au 6 décembre, une mini-rétrospective. Il y a 6 films, je crois, consacrés à Louis Malle. Il y a notamment Le Feu Follet, Le Voleur et d'autres films, je ne sais plus. Mais en tout cas, on a assez rarement l'occasion de voir les films de Louis Malle en salle, qui est peut-être un des réalisateurs contemporains de la nouvelle vague les moins discutés à présent. À l'époque, les films avaient été des succès, mais c'est vrai que maintenant, Louis Malle est peut-être beaucoup moins discuté que certains de ses collègues de l'époque, et ça vaut quand même clairement le détour. Oui, alors moi, j'ai pas tout vu, Louis Malle, mais... Le Voleur, notamment, avec Belmondo, c'est absolument fabuleux. Disons que sa carrière est assez hétéroclite, puisqu'il a touché au burlesque, il a touché au documentaire politique bien militant. Il avait tourné à Rennes notamment. Oui, il a même fait des films sous-marins avec le commandant Cousteau. Voilà, donc à voir. Voilà, exactement. Sinon, ce sera toujours à voir, mais ce sera plus tard. On aura largement l'occasion d'en reparler dans le cadre des films du dimanche soir qui nous sont proposés par
Nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort. Donc ça sera le 18 décembre, pile pour les vacances, avant la dinde de Noël. Une autre dinde que vous allez pouvoir voir démastiquer à l'écran, ce sera donc Aliens de James Cameron. Voilà qu'on a un grand plaisir de vous proposer. Ça faisait longtemps qu'on voulait le passer. Et d'autant que la même semaine sortira donc enfin, après 13 ans de développement, de développement, d'écriture, de repoussage, donc Avatar 2, La Voix de l'eau de James Cameron. Donc voilà, probable succès de fin d'année. A priori, on ne se fait pas trop de risques pour lui. Non, on ne se fait pas de soucis pour Jim. Non, voilà, ça devrait aller. Donc voilà, Alien, mais de toute façon, on en reparlera bien évidemment. En tout cas, venez nombreuses et nombreuses, on veut une salle complète. Oui. À chaque fois. Le premier Alien de Sir Ridley Scott repasse assez régulièrement en salle. À chaque fois, c'est complet. Donc là, je ne vois pas de raison pourquoi ça ne serait pas autant pour sa suite, qui est quand même assez rare dans les salles. Sinon, sortie nationale, demain, plusieurs choses. Pas forcément intéressantes, mais plusieurs choses quand même. Il y a le film de Gad Elmaleh, Reste un peu avec lui-même et sa propre famille, dans lequel Gad Elmaleh donc, nous parle de lui-même et de sa vraie vie. Il se Guillaume Canéis, donc. Ah bah là, c'est pour raconter sa conversion au christianisme. C'est vrai. Ok. Voilà. Voilà. Il est devenu un catholique chrétien et donc c'est un peu les bisbilles avec ses parents juifs qui comprennent pas tout ça. En fait, c'est un mix entre Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Guillaume Canet et Woody Allen. Voilà, super. Donc voilà, reste un peu de Gad Elmaleh, ça va être super. Toujours des films semi-biographiques. Il y a donc Les Amandiers de Valérie Bruni-Tedeschi sur l'école de théâtre de Patrice Chéreau dans les années 80. Peut-être plus intéressant. Que elle-même, ou elle-même a été donc à l'époque. Sinon, il y a un film qui s'appelle La Maison avec Anna Girardot, based on a true story. Alors, dit comme ça, je me dis, bon, La Maison, machin, on s'en fout. En fait, c'est sur une journaliste qui va en Allemagne pour infiltrer les bordels. Ah, tout de suite, ça vous intéresse plus. Hein. Je vois Annie Girardot dans un bordel. Anna Girardot, pardon, parce que oui. Annie Girardot, elle est en grosse forme quand même. Donc voilà, Annie Girardot dans un bordel en Allemagne. Sinon, il y a Les Femmes du Square, qui est une genre de comédie sociale sur, les bonnes femmes qui amènent leurs enfants au square pendant que les maris travaillent. Et donc voilà, c'est un peu toutes ces histoires de classe sociale qui se mélangent. Après, c'est quand même plutôt des bourgeois, mais bon, voilà. Donc, une belle histoire d'humanité. Sinon, il y a le dernier film donc, de Gaspard Ulliel. Pour le coup, c'est vraiment son dernier film, parce qu'il est excusé pour cause de décès, avec donc, lui-même et Mademoiselle Cripps, qui s'appelle Plus que jamais. Ça a l'air horrible. Okay. J'ai vu la bande-annonce, j'ai dit, mon Dieu, dernier film, le pauvre Gaspard méritait quand même bien mieux. Hein. Mais donc voilà, après avoir passé quelques temps dans le coma. À propos de coma, d'ailleurs, c'est le titre du nouveau film de Bertrand Bonello qui sort également demain. Un film, je sais pas trop. Bonello, j'ai lâché l'affaire, à part qu'il y a genre des marionnettes dedans, plein de gens qui font des voix. Bonello, personnellement, j'ai lâché l'affaire après Yves Saint-Laurent. Après Saint-Laurent. Ok, ouais. Quel film qu'il a fait après l'Apollonide, qui avait donné lieu à une émission épique ici à l'époque, c'est vrai. En 2014 je crois, avec Mathieu. 2014-2015. Sinon il y a un film par le scénariste de l'excellent Guy, le film de Alex Lutz, donc là, qui joue d'ailleurs dans le film. Ça s'appelle Une comédie romantique, qui d'après les propos de mon envoyé spécial est pas mal du tout. Il m'a notamment séduit grâce à une scène. Il m'a dit qu'à un moment donné les deux personnages principaux donc, se rencontrent pour un date, et qu'est-ce qu'ils regardent à la télé? Un film de Jean-Marie Poiret. Moi j'ai dit c'est vendu, il faut aller le voir. D'autant que je rappelle que quand même Guy c'est absolument super. Sinon Emmanuel, ça passera pas à Rennes, mais ça pourrait être potentiellement intéressant. Un documentaire qui s'appelle Qui a peur de Pauline Kael. Donc Pauline Kael, pour ceux qui l'ignoraient, c'était la papesse de la critique américaine, la terrible, la terrifiante Pauline Kael, avec des avis un poil tranchés, parfois intéressants, mais quand même connue comme une sacrée bécasse. Oui, mais ses textes sont toujours très intéressants. Son texte même, y compris, et presque d'ailleurs, surtout quand elle a tort, quand elle passe son temps à traiter Clint de fasciste, où elle a quand même fait arrêter le cinéma à David Lean pendant 20 ans. Donc bon, c'est quand même... Une grande défenseuse de Robert Altman. Oui, exactement. Alors qu'il n'en méritait quand même pas tant, mais... Voilà. Et sinon, ça c'est pour toi et moi, Thibaut. J'ignore s'il passera à Rennes, mais il passe au cinéma le concert de Liam Gallagher à Knebworth 2022. Donc voilà, après avoir joué avec Oasis en 96, il a juste pour faire chier son frère, j'imagine, et pour genre montrer qu'il est toujours le plus rock'n'roll des deux. Donc voilà, il a fait un concert l'année dernière à Knebworth. Ok. Donc, voilà, un concert de Liam, toujours sympathique. Voilà. Bon, à voir. Oui, voilà. On verra ça on chez verra nous le ça, soir à fond, voilà. mais... Voilà, oui.
On attend le CD. Oui. Donc voilà, ce sont les choses qui sortent demain, dont on ne parlera pas. Parce que la semaine prochaine, donc, nous parlerons, on en parlait la semaine dernière, il est sorti le nouveau film de James Gray, Armageddon Time. Et nous parlerons de quelques sorties de films d'horreur récentes, normalement, Barbarian, X, peut-être Smile, ce genre de choses, on verra selon ce que les gens ont vu. Donc voilà, avant de passer à la section critique de cette émission, petite pause musicale où justement on va prendre un bateau pour le Caire. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Madness avec Nightboat to Cairo, le Caire dont nous ne parlerons pas tout de suite. Voilà, ce sont les imprévus du direct, place aux événements, donc à vous Cognac G, puisque donc en attendant que le docteur Erwan arrive, nous allons parler donc d'un film qui était prévu après, mais c'est pas grave, parce que de toute façon le doc ne l'a pas vu, qui est donc une des sorties de Spectrum Film des dernières semaines, In the Heat of the Sun de Jiang Wen, film de 1994, donc film donc chinois, donc de Chine continentale, et non pas film de Hong Kong, qui est donc le premier film en tant que metteur en scène de Jiang Wen, qui était jusque-là à l'époque plutôt connu comme comédien, et il a continué à être comédien d'ailleurs après ça. On l'a même vu dans quelques films hollywoodiens, notamment dans Star Wars Rogue One, où il interprète aux côtés de Donnie Yen, l'autre personnage chinois cool mais qui ne fait rien, parce que comme tous les acteurs chinois quand ils font des films hollywoodiens ils disent ah mais c'est trop bien de les avoir pour le marché chinois, et on leur donne de la merde à jouer. Donc voilà, mais sinon il fait évidemment d'autres choses, et donc il commençait déjà à être un peu connu comme comédien au moment où il décide d'adapter donc en 1994 ce livre de Wang Shuo, et qu'il va mêler lui-même avec des éléments autobiographiques, donc de sa propre vie à l'époque où il a grandi au début des années 70, donc en pleine période de la révolution culturelle maoïste. Donc entre guillemets, tous les adultes sont amenés à faire des trucs ailleurs que dans la ville, et donc la ville de Pékin se trouve quasiment presque désertée de tous ces adultes, et donc elle est plus ou moins, on va dire, livrée aux bandes de gamins et aux bandes d'adolescents, et on va en suivre une, et notamment un personnage en particulier qui sera le héros du film, qui sera Ma, dit Monkey, et toute l'histoire de cet été à Pékin dans une ville presque déserte va être vue de son point de vue. Donc il y aura à la fois un mélange entre la petite histoire de cette bande et la grande histoire, donc qui est celle de la révolution culturelle au sens large. Donc ça va être une petite histoire, à la fois une chronique d'une bande, la fresque historique, en voyant un peu tous les détours et les atermoiements justement de cette bande de jeunes. Donc l'éveil à la sexualité, à la sensualité, un certain questionnement politique, même si assez léger, sur on va dire, le bien fondé du maoïsme, de la révolution culturelle, mais une fois de plus, tout ça vu par le prisme de gamins de 14-15 ans. Donc Thibaut, vous avez vu aussi... Oui, alors c'est un très beau film que moi je n'avais jamais eu l'occasion de voir. Donc encore une fois, on remercie Spectrum de proposer une très très belle édition de ce film qui en effet est en même temps hyper ample de par le sujet et le contexte proposé, et en même temps très resserré comme tu le dis Thomas, parce qu'on va rester sur le point de vue du personnage principal, point de vue d'autant plus travaillé que le film est narré via une voix off, qu'il est de quasiment tous les plans du film, et que en plus ce point de vue-là est un petit peu alambiqué, ou du moins ambigu, dans le sens où il le dit lui-même dans le texte, hein, il dit voilà, j'ai des trous de mémoire, je sais pas si je fantasme un petit peu mon souvenir ou si c'est vraiment ça ce qui s'est passé, mais en tout cas... D'où le fait que j'ai dit que du coup c'est autobiographique, oui. Parce que donc Jiang Wen a mis beaucoup de lui-même de la petite bande de jeunes qu'il avait à l'époque, donc effectivement quand on écrit quelque chose 25 ans plus tard, surtout sur sa propre jeunesse, où on a toujours plus ou moins tendance à fantasmer ou à peut-être réécrire de manière involontaire les propres aventures qu'on a vécues, où on pense que quand on a 15 ans c'est exceptionnel de entrer par effraction dans un magasin ou un truc comme ça, quoi. Donc voilà, il y a cette question du point de vue est extrêmement intéressante, et ça va donner lieu à toutes les problématiques intimes, amoureuses,
quelque part, le film est aussi quelques conflits dans la bande. Voilà, c'est un film initiatique entre comment se comporter au sein d'un groupe, comment trouver sa place au sein d'un petit groupe. Ouais, et en même temps, c'est le passage à l'âge. Voilà, c'est un film de passage à l'âge adulte. Of age movie, quoi. Donc le film est très intéressant, d'autant plus que voilà, le parti pris formel est tenu jusqu'au bout, donc une voix off qui va nous raconter l'histoire. D'autant que c'est un film dense, parce qu'il fait quand même 2h20. 2h20, ouais, 2h18 me semble précisément. Et à côté de ça, il y a un traitement photographique, je trouve, hallucinant, d'une beauté très vaporeux, très éthéré, très aérien, avec des lumières. Le soleil est énormément présent. Il y a des couleurs très ocre. Il y a pas mal de scènes de nuit aussi, mais c'est vrai que les scènes de jour, il y a une teinte particulière. Voilà, elles marquent. Et du coup, ça fait que il y a une espèce de... Le souvenir empreint de mélancolie, de doute, fait que voilà, à ce niveau-là, le film est hyper beau. Mais en même temps, c'est pas là où il est le plus passionnant, parce que certes, il est beau, il y a de l'empathie pour tous les personnages, il y a une vraie émotion qui se dégage, traitement musical incroyable, hein, en plus de ça. Mais le film est donc ça, la représentation d'un souvenir, ou la tentative de représentation d'un souvenir. Mais en même temps, moi, ce qui est très, très intéressant, c'est que c'est ce que le film n'est pas. Déjà, à la base, le film devait être beaucoup plus ample, parce qu'il est déjà très ample, hein, 2h20 de pérégrination adolescente, il y a quand même beaucoup de choses à en retirer. Mais le film devait être plus long parce que le réal voulait revenir sur les personnages 30 ans après. Bon, il a eu des petits soucis de. On voit un petit peu, budget. mais vraiment dans l'épilogue. Dans les très bel épilogue d'ailleurs en plus. Mais on le voit un petit peu, mais bon, tu sens qu'il voulait aller autre part. Et en même temps, cet épilogue-là se suffit à lui-même, je trouve. Parce que du coup, il se dégage un hors-champ. Est-ce que va devenir la Chine c'est vrai que si tu fais un épisode trop long, finalement, c'est presque un autre film. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'en fait, il a bien fait. Enfin, merci le budget qui n'a pas été alloué. Merci la production qui a coupé les... qui a coupé les vivres. Parce qu'en fait, cet épilogue-là, voilà, nous parle de la Chine actuelle. Donc, au final, voilà, il y a un hors-champ qui se propose et c'est alors que pour autant, c'est pas un film critique forcément de la révolution culturelle. Parce que ça va plus célébrer, on va dire, l'esprit de camaraderie de cette bande de jeunes que de vouloir parce que ça reste finalement des jeunes délinquants mais qui sont sympathiques. C'est-à-dire que c'est pas vraiment des voyous qui vont aller c'est des ados quoi, qui font des conneries, les violer des femmes dans la rue ou bien les tuer des gens quoi. Mais ça va plus passer par, on va dire, un sentiment diffus dans le contexte global de cette ville qui a été presque désertée par les adultes, de voir un petit peu les effets potentiels de la révolution culturelle sur le peuple chinois. C'est ça en fait. Ce qui vraiment, moi, l'intérêt, enfin la force quasi politique du film à ce niveau-là, c'est ce qu'il n'est pas. Et en effet, le film aurait pu être un commentaire sur la révolution culturelle. Il est un petit peu au travers notamment de la figure du père, de son côté très bourrin, voilà, on élève les gamins à coups de baffe dans la gueule et on... Les années 70, hein. Voilà. Mais il n'y a pas, le réal ne fait pas un gros commentaire en fait sur cette période-là de la Chine. Alors bien entendu, il y a la censure qui est derrière, qui a quand même joué son rôle. Oui, parce qu'on rappelle que c'est un film chinois, donc c'est pas un film de Hong Kong dont on parle souvent. Oui, voilà, donc les problématiques sont différentes. C'est un film de Chine continentale, donc voilà, la censure a joué son rôle. Donc le film ne propose pas de commentaires sur la période de la révolution culturelle, mais le réal s'autorise quelques figures, notamment celle du père, qui montrent que voilà, tout ceci, que ces gamins-là étaient quand même un poil perdu et que à ce moment il y a un conflit de génération qui est quand même en train d'apparaître. Et je trouve que le film est plus un commentaire sur ce qu'était la Chine en 94 que ce qu'était la Chine dans les années 70. C'est-à-dire que, pareil, là aussi, par des petites bribes, des choses extrêmement diffuses, mais qui marquent quand même la rétine et qui marquent l'intellect du spectateur, c'est quoi être un jeune Chinois en 1994 ? Tiananmen, finalement, c'est très récent. Ça a 5 ans. Et en fait, il me semble que... de toute façon, est le grand traumatisme de génération. Mais il me semble que ce film-là est moins un film de souvenirs, aussi beau soit-il, plus qu'un commentaire sur la jeunesse chinoise de 1994,
qui ne se retrouve plus dans les figures tutélaires et autoritaires, le père et le père de tous, le petit père du peuple et Mao. Non, c'est pas lui le petit père du peuple. Non, pardon, n'importe quoi. Ça, c'est le bon Joseph, ça. Oui. Oui, c'est pareil. Représentation bourgeoise de l'histoire. Exactement. Très bien, camarade. Mais du coup, je me suis perdu. Oui, voilà. Donc du coup, c'est plus un commentaire sur cette jeunesse chinoise. Donc voilà, qui dans Tiananmen 89. Donc qu'est-ce que c'est être jeune adolescent en 94, et il va se proposer de faire un film par moments extrêmement violent, qui est en perte de repère par rapport à ces figures autoritaires, enfin autoritaires je mets ça entre guillemets, mais tutélaires, une jeunesse qui n'a plus peur de la violence et de s'affronter. Il y a une scène de baston de rue qui est assez violente, qui est hyper chouette, mais qui est quand même ultra violente. Et puis le film a un côté érotique. Les scènes de douche notamment, qui sont très troublantes. Il y a scènes de douche qui sont troublantes. Et il y a la scène de la découverte entre le personnage féminin et le personnage masculin, là, qui est une scène en gros filmée de deux sous un lit, qui est hallucinante, qui est d'une beauté hallucinante. Et je trouve que voilà, cet éveil à la sexualité là est montré pas de manière crue, il faut peut-être pas pousser les potards loin, mais de manière assez érotique. Et en fait, c'est à ce niveau-là en fait que le film touche. C'est cette jeunesse là. Elle veut faire la bagarre. Elle veut avoir des relations amoureuses qui ne soient plus, on va dire, contrôlées par de grandes figures parentales et autoritaires. Non, ils veulent tout simplement vivre leur vie. Et en fait, le film fonctionne à mort à ce niveau-là. Et en cela, c'est un film tendre, mélancolie, doux, amer, ce qu'on veut foutre, tous les clichés, les archétypes qu'on veut bien mettre derrière, aussi beau soit-il, mais c'est surtout un grand film poétique sur ce que c'était être jeune, fin 80, début 90, et là le film marche à mort. Et surtout que l'épilogue, si on rejoint tout ça et qu'on conjugue tout ça, l'épilogue du coup est hyper pessimiste, parce que il nous raconte. Voilà, c'est une scène un peu en noir et blanc. Ils sont dans une bagnole. Enfin, il faut pas trop en parler, mais il nous raconte ce que ça veut devenir cette jeunesse-là, qui est en quête de fraîcheur, qui est en quête de liberté, qui est en quête de tout défoncer sur son passage. Au final, elle va se faire rattraper par le capitalisme. Par le libéralisme chinois. Elle va se faire rattraper par l'appât de l'argent. Elle va se faire rattraper aussi par ce côté moqueur. Voilà, on va dézinguer les plus faibles. Alors que c'était un pote d'enfance, mais on va lui dire, voilà, t'es un abruti au final. Et cette notion de groupe, en fait, au final, qui a été mise en valeur pendant 2h15 du film, elle va totalement exploser. Et du coup, il va nous raconter, c'est quasi limite, il va nous faire, c'est quasi un film de rétrofuturisme, mais il va nous faire un commentaire sur ce que c'est la Chine dans les années 2000. Et là ça en fait quelque chose d'admirable. Un film ample, alors qu'il a une vocation à être intime, personnel, et au final c'est un film ample parce que avec 2-3 figures et un hors-champ qui est absolument incroyable au final, fait que ce film là devient une fresque. Ça m'a fait penser. À propos de fresque, justement, parce que tu parlais de la photo tout à l'heure, on ressent quand même quelques influences formelles, notamment je pensais, tu parlais des bagarres de rue un peu avant, moi ça me faisait penser à l'intro de Une balle dans la tête de John Woo, où il y a aussi cette chose de la jeunesse qui, sur fond de rock'n'roll, va aller tabasser une bande rivale. Et tu parles de fresque, parce que plus qu'à certains grands maîtres du cinéma chinois, moi, ça m'a beaucoup fait penser à des cinéastes Rital, justement. Je pensais notamment avec Léon, dont il repompe la musique de Il était une fois en Amérique. Mais dans cette ambiance, donc, de faire une fresque par le biais de l'intime, et on en parle en off un petit peu avant l'émission, outre Léon, ça fait aussi penser à un autre grand cinéaste qui était contemporain donc de Léon, qui est Bernardo Bertolucci. Alors moi, en regardant le film, même en termes de photos d'ailleurs, avec le conformiste, avec 1900. Alors, je me dis, mais ça me fait penser quelque chose, et à un moment, il y a 1900 qui est arrivé dans mon esprit. Je fais, mais oui, mais ça me fait trop penser à 1900 de Bertolucci. Alors je sais pas si vous avez vu 1900 de Bertolucci. Film fleuve aussi de 5 heures. Voilà, énorme film monumental dans tous les sens. D'ailleurs, ça, on faudrait en parler à Antonin pour passer dans une séquence, dans une séance monumentale à la revoir. Mais chef-d'œuvre absolu. Donc film qui raconte l'histoire de deux personnages nés donc en 1900, un grand bourgeois et
le métayer de la famille et donc l'évolution dans l'Italie avec l'arrivée du fascisme, voilà, jusqu'alors Donald Sutherland, Robert De Niro, Gérard Depardieu, Burt Lancaster. Un film absolument incroyable, mais il y avait ce côté dans 1900, il y a un petit côté mélancolique qui est très présent, et je ne sais pas pourquoi ce film-là m'a fait penser à 1900 de Bertolucci. Voilà, Léon, ça m'a fait penser également à Léon, mais voilà, c'est des références ou des rapprochements qu'on pourrait croire un poil incongrus, parce que tu te dis, bon, ben, je vais regarder un film de Chine continentale, voilà. C'est la circulation des idées et mais des oui, formes. Voilà, mais voilà, il y a peut-être des choses à faire, des parallèles à mettre entre un certain cinéma italien et puis ce film-là qui vraiment vaut le coup d'œil parce que c'est tout simplement un très très beau film. Voilà, ne pas être rebuté par la durée, parce que il y a un traitement musical qui est hallucinant, la gestion de l'international par exemple est magnifique. Ça marche toujours comme l'international. Et puis il y a des très très belles. Il y a il y a un plan aussi qui m'a fait penser à du Wellman, à un plan de Wings. De Wings de William Wellman. Là, bon, en gros le fameux plan, le fameux travelling sur la table. Donc des très très belles choses et un très beau commentaire sur la Chine passée et future. Donc voilà, le métrage hyper ambitieux et hyper beau. Donc voilà, c'est le magnifique In the Heat of the Sun de Jiang Wen, sorti en 1994, qui vient de ressortir dans une très belle édition chez Spectrum Film. Et il vient de nous rejoindre, c'est le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et donc Erwan vient d'arriver, pile poil pour parler des deux autres films sortis récemment par Spectrum Film, The Lady Assassin et White Price Honesty, film de 1983 et de 1981 respectivement. Donc on peut en parler tout de suite. White Price Honesty, dans le grand bal. Donc de Patrick J'ai pas vu Lady Assassin, donc je ne parlerai pas de Lady Assassin, je peux parler que de White Price Honesty. De Patrick Yuen avec Danny Lee, le fameux Danny Lee, dans le premier, c'est la première fois qu'il jouait le rôle d'un flic sympathique. Après, il passera le reste de sa carrière à jouer des rôles de flic sympathique, presque collaborateur avec le régime d'ailleurs. Mais bon, bref, le sympathique Danny Lee et ses grosses joues. Enfin, des flics sympathiques dans OCTV, il joue pas vraiment un flic sympathique. Oui, mais bon. Ne chipotons pas. Et donc, comme le rappelle Arnaud Lanuc dans les bonus de l'édition de Spectrum Film, devait être à la base un film, un polar noir qui se passe donc au présent, un film sur la corruption de la police de Hong Kong. Sauf que c'est la Shaw Brothers qui fait pop, mon coco, on a plein de costumes, on a plein de décors, il faut les rentabiliser, tu vas nous faire un film en costume. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un genre de polar noir ultra violent tel qu'on savait le faire à Hong Kong en 1981, mais dans le cadre d'un film en costume de la Shaw Brothers de sa dernière période, à l'époque où ils sentent qu'ils sont en perte de vitesse, ils essayent de rattraper tous les petits jeunes qui arrivent et donc ils mettent littéralement tous les potards à 11. Donc dans cette histoire de corruption au sein de la police donc de la Chine impériale, eh bien, il va se passer la même chose que d'habitude dans les histoires de corruption. Ça va mal se passer, tout le monde va se foutre sur la gueule et d'une manière excessivement brutale. Docteur. Ouais, alors c'est un film qui est assez surprenant parce que c'est un film qui commence effectivement avec ce côté très flashouille de la Shaw Brothers, notamment début des années 80, donc avec force décor en costume, force costume plutôt, décor en studio, voilà, sauf que ça commence par une scène de marché où ils pètent systématiquement tout le décor, puisque tous les étalages. Il y a des mecs, il y a des flics. Alors les flics, l'histoire c'est les mecs viennent d'être nommés policiers. Ils sont trois. Et ils ont une vision, on va dire, très candide de ce que c'est que la justice. Idyllique. Idyllique. C'est-à-dire que pour eux, les méchants pas bien, méchants en prison. Et donc ils vont évidemment dans ce marché où donc il y a un mec qui vole une bourse ou je sais pas quoi. Alors, non, en fait, le truc c'est que en fait tout le monde il y a des jeux d'argent. Il n'y a pas le droit de faire des jeux d'argent. Donc ils arrivent, ils pètent la gueule à tout le monde, ils foutent les tables de mahjong par terre, ils agressent verbalement les commerçants et ils tombent sur un affreux bonhomme qui dirige un peu, qu'une espèce de parrain qui dirige un peu le machin et qui leur dit mais vous savez pas à qui vous parlez, et effectivement ils savent pas à qui vous parlent parce que on se rend vite compte que toute la hiérarchie policière est corrompue jusqu'au trognon, jusqu'au plus haut niveau. Voilà, entre le chef sournois, le gardien de prison sournois et alcoolique, donc et tutti quanti en fait, et les hommes de main, enfin les autres policiers qui sont tous plus pourris les uns que les autres. Ils sont méchants. Nos trois personnages vont vite se retrouver bien encombrés, d'autant plus que
Malheureusement, ils vont pas rester très longtemps, puisqu'il va s'agir d'arrêter un bandit qui est interprété par le génialissime Lollier, qui est un acteur qui jouait dans l'Enfer des armes, et qui est un acteur que moi j'aime beaucoup quand il joue notamment Les Ordures, qui arrive régulièrement, et qui était un peu un spécialiste des rôles de méchants, et qui là joue un méchant borgne avec un bandeau sur l'œil qui je trouve est du plus bel effet, et qui lui aussi est tout à fait pourri. Enfin voilà, et donc malheureusement notre trio va perdre rapidement un de ses membres, et puis après ça va se diviser dans les deux qui restent. L'un va choisir le camp du pouvoir, l'autre va choisir l'honnêteté à tout craint. Avec notamment une scène de prison, mais où j'étais, mais cette une scène d'humiliation. Le mec se fait déjà démastiquer les membres, mais il se fait pisser dessus. Il se fait pisser dessus. On l'envoie. Il y a des histoires avec des rats. On lui donne de la nourriture, on lui donne du riz. Quand on mange du riz, il y a un rat mort dans l'écuelle de riz. Voilà. Et même quand son pote vient pour l'aider, parce que son pote est du côté du pouvoir, mais quelque part il a des scrupules. Voilà. Et même quand il vient pour l'aider, il lui pète quand même consciencieusement la gueule pour pouvoir lui parler à l'oreille et lui dire ouais, mais en fait je suis là pour t'aider. Donc ça passe quand même par de la marave quand même avant. C'est un film qui est assez effectivement, qui ressemble beaucoup plus effectivement au polar avec Wang Yu dans les années 70, quoi, les polars hyper violents avec Wang Yu. Et il y a un peu cet esprit Wang Yu-esque, moi je trouve qu'il y a aussi dans Le Dieu de la guerre et tout ça. Âpre, ouais, voilà, où ça dure 1h30. Il doit y avoir à peu près 80% de baston, et tout personnage qui ne sait pas se battre est prêt, et 20% de torture. Voilà, et 20% de torture, et tout personnage qui ne sait pas se battre est promis à une mort certaine. Alors notamment l'épouse de l'un des policiers qui se fait pendre à un arbre, comme si on était en Géorgie en 1955, enfin dans l'état de Géorgie aux États-Unis en 1955, pas le pays la Géorgie. Voilà. Encore Staline, tu vois. Voilà, quoique. Mais voilà, et donc c'est un film assez à la fois assez réjouissant parce qu'effectivement que les bastons sont les bastons sont sympas, c'est violent. Les acteurs se donnent pas mal d'eux-mêmes en termes de cascade, il y a quand même pas mal de choses qui se font. Et la fin ça finit dans un genre de burly brawl et de mensonges politiques ultra pessimistes. Et puis alors moi il y a des motifs que j'aime beaucoup, notamment le rire du Mandchou, qui est moi quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu dans le cinéma de Hong Kong. À quoi on reconnaît un méchant à Hong Kong? Un méchant a un rire sardonique. Et donc le Mandchou, puisque c'est souvent d'eux qu'il s'agit, ont toujours des rires sardoniques et des petits comme ça. Et alors là c'est un festival de rires sardoniques, parce qu'en fait comme tout le monde est méchant sauf les trois héros, tout le monde rigole, tout le monde ricane à un moment ou à un autre, et donc évidemment ça donne des choses, ça donne des rires, un festoche de rires sardoniques. Il y aurait du sampling pour le Wu-Tang Clan à gogo dans ce film. Je sais pas s'ils l'ont samplé celui-là, je sais pas s'il était diffusé aux États-Unis ce film, mais voilà, moi j'ai vraiment trouvé le film. Moi je m'attendais à un film beaucoup plus classique que ça, beaucoup plus soft. Mais très vite, j'ai été assez surpris par le déchaînement graphique et de violence de quand il y a toute la scène d'arrestation avec Lollier, alors qui se passe en plus dans un temple qui est le temple du sabre, ou le temple de l'honneur, ou un temple qui est dédié à un dieu qui est le dieu de la justice en plus. Enfin voilà, il y a toute une espèce de symbolique comme ça avec les divinités, avec cette statue de pierre qui bouge pas en fait, et qui évidemment n'intervient pas, et où la question de la présence divine et la question de l'intervention éventuellement d'une justice divine se pose pas du tout en fait, parce que c'est un monde où les dieux ne sont que des statues finalement, et où il n'y a strictement aucune possibilité d'amélioration. Et quand on sait à quel point la Chine est encore aujourd'hui un pays extrêmement corrompu, je vais avoir des problèmes avec le PCC à cause de ça. Notre émission ne passera pas en Chine continentale. Ça passera pas en Chine continentale, mais ça passera sans doute à Taïwan. Par contre, ils se font un plaisir de la passer. Mais voilà, quand on voit le niveau de corruption qu'il y a en Chine aujourd'hui, c'est là qu'on se rend compte qu'au-delà de la police de Hong Kong, ça parle aussi de cette avidité corruptrice qui est un des fondements finalement quand même de la Chine, de la civilisation chinoise, même si évidemment la corruption n'est pas propre à la culture chinoise, mais c'est vrai qu'elle a été tellement institutionnalisée notamment en Chine, et là on voit bien cet aspect. Moi je crois que c'est un des films où j'ai observé le plus de corruption, parce que normalement il y a toujours un officiel ou
voilà, Un mec un peu un vieux pudding. sage, Ouais, ouais. ouais. Il y a toujours une figure un petit peu patriarcale qui arrive et puis qui finalement rétablit. Et là, il y a une figure patriarcale. C'est une ordure sans nom. Et c'est assez, voilà, c'est à la fois c'est réjouissant et à la fois c'est déprimant en fait, Oui, comme sur film. l'état Enfin, en tout cas, global des choses. ouais, c'est un film assez désabusé sur la nature humaine et qui Une très justement- belle découverte. en tout cas. Ouais, très belle découverte et puis qui contraste vraiment avec le côté très clinquant de la Shaw Brothers. de la Shaw Brothers et c'est très dark en soi. Ça rappelle un peu le Justicier de Shanghai, Ouais. je trouve, dans l'esprit et dans ce côté avec vraiment des méchants bien méchants quoi. Donc White Price Honesty de Patrick Yuen de 1980, évidemment on vous recommande chaudement en DVD, en Blu-ray chez Spectrum Filmé, toujours chez Spectrum, donc The Lady Assassine de Chinkulu de 1983, réal qu'on connaît parce qu'on avait parlé l'année dernière de quelques-uns de ses films, notamment les Bastard Swordsman, Holy Flame of the Martial World, qui étaient des films qui étaient très chouettes, film avec beaucoup de bagarres, et de bagarres là aussi, il y en a encore dans ce film de complot entre les Han et les Mandchous. Voilà, il y a peut-être un peu moins de personnalité Oui, je trouve aussi. que sur un film comme White Price Honesty par exemple. Oui, Je trouve qu'on exactement. sent plus Oui. la présence du réal et le point de vue du Ouais, réal, alors je que là, trouve. effectivement, je trouve le film un peu en dessous, mais effectivement, on a parlé plusieurs fois sur le film, c'est du bagarre porn. Oui, c'est Il y a ça. relativement un complot où les mecs se trahissent toutes les 4 minutes. Il y a de la corruption. Beaucoup. Il y a du complot, mais au final, le scénar se tient à peu près, mais on lâche vite l'affaire parce que c'est du wuxia porn, parce du qu'il kung y a fu des retournements porn de situation dans constants tous les au bout d'un sens, moment. mais il y a des bastons toutes les 5 minutes. Tout le monde se bat, des bastons, des 1 contre 1, des 1 contre 150, des 2 contre 8. Avec des épées, des lances, épées, des haches. Ce qui était déjà le cas de Bastard Swordsman, dans mon souvenir, Oh là qui là. était un film où il y avait des retournements de situation perpétuels. mais Tu ne sais pas plus comprendre ce qui se passait. Tu comprends pas trop, mais bon, le film dure 1h26, il y a des bastons. Les chorégraphies sont magnifiques. Il y a des sabres qui se tordent à la fin. Il y a un ninja japonais qui arrive, t'es trop content. Il est hyper bien iconique. Toujours bien quand il y a un ninja. Hein. Oui. En général, c'est Oh quand, là là en là général, là. c'est quand on sait pas trop comment conclure, on ramène un ninja, On ça ramène passe un tout ninja. seul. C'est écoutez, c'est super, c'est un film Playmobil. Exactement, comme, c'est un concept comme les westerns où il y a que des poursuites. Voilà, et ben ici il y a que de la baston. Ça reste, ça vole et tout. Oh là là, on en peut plus. Il y a par contre, les costumes sont magnifiques, les décors sont très Qui bien. sont les mêmes dans tous leurs films. Les décors sont magnifiques, mais voilà, on prend un plaisir parce que toutes les bastons sont différentes et ça fait vraiment. Oui, voilà, il y a un plaisir. renouvellement constant. Il y a un renouvellement constant. Les enjeux sont toujours différents, et puis des fois ça fait des pauses. Oh, il y a trop de monde là, on se bat, il y a trop de monde, oh bah viens on va se battre, mais au calme. Au calme, c'est génial. Les femmes se battent, les vieux se battent, les empereurs se battent, les hommes de main se battent, tout le monde se bat, c'est magnifique. Et à la fin c'est génial parce que il y a une baston finale qui est incroyable, et là slack ça démembre et c'est parti, on sort les gros sabres et slack ça démembre des corps et tout, c'est magnifique. Le dernier plan ça frise sur une décapitation, c'est incroyable. Bref, 1h26 de bonheur. Mais ce qui est bien, moi ce que j'aime bien, c'est génial. Ce que j'apprécie c'est du toujours, vrai film d'exploitation. C'est vrai que ça c'est un truc qui est pas forcément évident à partager, on va dire, pour quand on connaît pas trop ce cinéma-là. C'est vrai qu'il y a une espèce de comment dire, de ce côté film d'exploitation, mais qui se cache jamais derrière son petit doigt. Oui. Et qui fait jamais semblant d'être ce qu'il est, d'être autre chose que ce qu'il est, quoi. Et moi je trouve qu'il y a une certaine forme, même si c'est très roublard en soi, il y a aussi une certaine forme d'honnêteté. Honnêteté dans le produit, ouais. Voilà, de dire où t'as exactement ce que tu t'attends à avoir, et quand c'est bien même fait, mieux d'ailleurs, puisque t'as quand même des belles bastons, t'as quand même des beaux costumes, voilà, c'est comme suffisamment soigné pour que ça soit pas crapoteux, vous voyez, comme le cripple kung fu, vous voyez, les sous-genres du kung fu hongkongais, où il y a des trucs qui sont pas géniaux quand même. mais là les chorégraphies sont incroyables, et puis voilà, chaque baston a un enjeu différent, donc c'est super, ça rentre dans le scénar qui est très mince, hein, mais on s'en fiche un petit peu. Puis tout le monde a l'air de s'amuser, quoi. Les acteurs. Les acteurs, c'est plutôt bien foutu en termes de mise en scène, hein, parce que tout est très clair. Ouais, les trucs sont solides. La géographie des lieux, c'est très clair, et toi en tant que spectateur, c'est très clair, tu prends un gros kiff. Donc Christopher Nolan, si tu veux savoir comment réaliser des bastons un jour, regarde des films de la Shaw Brothers, parce que peut-être qu'un jour tu apprendras à réaliser des bastons, on comprend ce qui se passe sans avoir à utiliser le ralenti pour qu'on puisse mieux comprendre ce qui se passe, quoi. Donc voilà, The Lady Assassin de Chinkulu, ressorti en Blu-ray et DVD chez Spectrum Film. Dans un tout autre genre, on va donc quitter Hong Kong et la Chine pour parler de ma vie et de ma guerre.
En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était A Trashington DC avec My Life, My War. Donc c'est un peu cohérent comme avec ce dont on va parler à présent. Donc La conspiration du Caire, aka Boy from Heaven de Tariq Saleh, qui s'est fait un peu connaître en France il y a 3 ans avec son film Le Caire confidentiel, et qui, j'ai vu, a réalisé un autre film sorti en début d'année sur Netflix, son premier film américain, donc avec Chris Pine et Kiefer Sutherland, The Conspiracy. Ah, bah, falloir regarder ça du coup. C'est pas si mal, c'est plutôt solide en termes d'action. L'histoire est pas follement passionnante, mec des forces spéciales qui est trahi, qui va se venger, machin, mais avec des scènes d'action où il s'essaye justement au tactical porn et des trucs comme ça qui fonctionnent plutôt pas mal. The Contractor, pardon, c'est pas The Conspiracy, The Contractor. D'accord. Mais donc son nouveau film donc qui est supposé donc se passer au Caire, donc La conspiration du Caire, dans lequel un jeune homme de la campagne, Adam, a l'honneur d'être envoyé. Lui, c'est un fils de pêcheur. Précisément, voilà, c'est du beurre de mer. Du beurre de mer, voilà. Donc fils de pêcheur, est envoyé dans la plus grande école coranique du pays, qui est donc même du monde arabe. Ou du monde arabe, qui est donc tenu par l'université Al-Azhar, c'est vraiment l'équivalent de la Sorbonne au Moyen Âge pour les catholiques. Donc il va se ravaler dans ce monde ultra prestigieux, régi évidemment par des règles très strictes, et donc évidemment il va se voir que des enjeux et des questions de pouvoir se trament dans les alcôves de ce lieu absolument magnifique. Donc parce que l'imam vient de mourir, il doit être remplacé, et donc là va se mettre en place un jeu de pouvoir entre différentes factions, d'autant qu'il y a eu un meurtre au sein de la mosquée, et donc un flic incarné par l'acteur fétiche de Tariq Saleh, Fares, qui était le personnage principal de La conspiration du Caire, vient mener enquête au sein de ce lieu, bien poussé au cul. Qu'un faux air de Steven Spielberg. Par sa hiérarchie. Oui. J'ai pensé à ça pendant tout le film. Il y a des airs avec la dégaine de barbe et de lunettes, et donc évidemment tout un pataquès va se mêler là-dedans. Donc, film à la fois critique sur le pouvoir général, on va dire, de la politique en Égypte, et de ce monde assez fermé, on peut le dire, donc des écoles coraniques et des imams donc en Égypte. Le film du coup n'a pas été tourné au Caire, il avait trop peur d'être arrêté, donc le tournage a eu lieu à Istanbul. Où ça n'a pas dû être simple non plus. Ça n'a pas dû être simple non plus, mais visiblement un peu plus que non qu'en Égypte. Et donc là, pour le coup, on peut dire que c'est un thriller haletant, parce qu'il se passe plein de choses, avec beaucoup de non-dits, avec des gens qui ne sont pas super bavards, avec à la fois des potentiels salafistes qui se mettent dans l'affaire, des chiites, des sunnites qui se mènent une guerre... Bon, on sait qu'ils sont pas super copains les deux parties, mais donc voilà. Au milieu de tout ça se trouve le pauvre Adam, qui se retrouve dans tout de ces questions de pouvoir, justement, docteur. Alors c'est vrai que déjà c'est un film, moi je préfère prévenir, c'est un film, faut pas l'épicer pendant le film. Ah non. Parce que faut rester attentif. On est dans un film où les choses vont très très vite. D'ailleurs il y a une espèce de dimension assez elliptique, moi qui m'a un peu surpris dans la première demi-heure du film, où je me suis dit ah ouais, ok, d'accord, on rentre assez vite dans le vif du sujet quand même. On n'a pas de parce que l'imam en fait meurt à peu près au bout d'un quart d'heure. Un quart d'heure de film. Donc on rentre assez vite dans l'histoire. Et bon, à l'évidence, on est c'est un film d'espionnage en fait, qui se passe dans les milieux religieux au lieu de se passer dans les milieux de pouvoir. Mais la question du pouvoir de toute façon est la même, que ça soit dans les milieux des services secrets ou dans les milieux d'une école aussi prestigieuse que l'université Al-Azhar. Alors il adopte une voie qui est une voie d'espionnage qui moi j'ai trouvé très John le Carré. Exactement. C'est-à-dire avec un côté vraiment impitoyable sur le plan humain. C'est-à-dire que notre personnage est une espèce de Candide, mais un Candide bizarre, parce qu'il y a une espèce de soumission de sa part qu'on prend au départ pour de la faiblesse, et avant qu'on se rende compte qu'en fait c'est de l'observation. Oui, parce qu'on pourrait penser qu'il apprend. On pourrait penser que c'est un complexe de classe, parce que lui c'est justement un fils de paysan, alors que les autres c'est plutôt des fils de bonne famille souvent qui viennent là, parce que c'est très prestigieux. Donc effectivement il est un peu, on va dire, un peu en retrait et presque sur la défensive, tellement il a peur de faire un faux pas et donc d'être envoyé chez lui, alors qu'en fait c'est juste quelqu'un qui parle peu parce qu'il observe tout pour essayer de comprendre, d'autant qu'il est plus ou moins presque mandaté, ou en tout cas c'est un volontaire presque malgré lui pour aller espionner justement les grands imams. Sachant que le colonel qui est joué par Fares fait quand même énormément pression sur lui. Il y a des scènes même assez glaçantes qui jouent sur
tu crois que t'es là par hasard, mais en fait l'imam de ton village, qu'est-ce qui me dit, qu'est-ce qui te dit que c'est pas moi qui l'ai appelé pour qu'il te fasse venir ici. Et donc avec l'idée que ce personnage, pression sur la famille, la pression sur la famille, où on sait tout sur lui, avec l'impression d'une espèce de système de renseignement tentaculaire qui sait tout sur tout le monde, avec un côté presque orwellien en fait, dans ce presque stalinien. Ouais, presque stalinien, qui désigne la dictature égyptienne. Ce personnage, je trouve qu'il est assez intéressant parce qu'on aurait pu penser, ça aurait pu être un personnage un peu à l'américaine, c'est-à-dire qu'il se met à être grisé par le fait d'être justement dans la mécanique, d'apprendre des choses, de faire tomber les autres. Il y aurait pu avoir cette tentation d'en faire un personnage qui aurait été corrompu à son tour, et finalement c'est pas vraiment ce qui se passe. Ça, c'est assez le personnage reste assez énigmatique, et moi je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve que le personnage est digne du coup par par cette retenue là qu'il a, et du coup il fait des sales coups, et en fait on a du mal à savoir ce qu'il en pense. Est-ce que lui aussi devient cynique, ou est-ce qu'il a des scrupules, et tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. On sent la complexité d'un personnage justement qui nous révèle très très peu de choses, alors qu'au contraire les personnages de religieux, les personnages de cheikh notamment, sont vraiment des politiciens. Voilà, et puis des personnages de Tartuffe, c'est-à-dire des gens qui passent leur temps à donner des leçons de morale à tout le monde sur la religion, sur la corruption du monde, et qui eux-mêmes sont des modèles de corruption. Alors en tout cas 2 d'entre eux, puisqu'il y a 3 figures de cheikh. Il y a le cheikh aveugle qui lui représente, on va dire, un visage plus ouvert de la religion, où il n'hésite pas dans ses prêches, notamment. Plus progressiste, où il n'hésite pas dans ses prêches notamment, et ça c'est un moment qui est important dans le film, où il n'hésite pas à citer Karl Marx. Donc à citer un juif dans un milieu qui est quand même un milieu confortablement antisémite, à remettre en cause la politique aussi, exactement, et qui finit par s'accuser du meurtre qui est commis, pour des raisons qu'on ne révélera pas, mais voilà, qui lui comprend tout ce qui se passe en fait. Et justement, alors évidemment la métaphore est assez évidente, c'est-à-dire qu'il est aveugle, mais c'est le seul qui voit, bien sûr, et puis face à lui il y a d'autres personnages, il y a l'ambitieux, et puis il y a le corrompu, voilà, et là je trouve que là il y a des très très bonnes scènes où on découvre la vie maritale cachée de l'un, avec une jeune fille, voilà, avec une jeune femme, les ambitions immodérées de l'autre. Et puis alors il y a des trucs intéressants, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est un personnage assez central dans la première partie du film, et qui est une espèce justement de personnage de mec dont on soupçonne qu'il est mandaté par les frères musulmans pour infiltrer la mosquée, sauf qu'en fait c'est un clown. Et il y a une super scène au sommet du minaret avec Fares, où en 50 secondes, le film qui a monté le mec en faisant croire que ça allait être lui le grand méchant du truc, le mec qui sait les choses, et en fait le mec s'effondre sur lui-même face au pouvoir militaire. Et ça, je trouve qu'il y a plein de trucs qui se passent et qui sont assez surprenants, justement dans la manière qui désamorce en fait les attentes. Exactement. Et il n'y a pas de grand méchant en fait dans ce film-là. Il n'y a pas de grand méchant à abattre. Voilà, il y a pas d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. Il y a, comme dans un bon John le Carré, un monde gris avec plein de gens gris, avec un système qui est pas forcément de la corruption, mais qui est de manipulation, qui est généralisé à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de la mosquée. Oui, complètement. Et puis avec cette... En plus, les deux étant liés, évidemment. Évidemment. Et cette réflexion... alors, il faut bien préciser que c'est pas du tout un film... comment dire, c'est pas un film sur à proprement parler sur la religion en tant que système de croyance. C'est un film sur la religion en tant que système de pouvoir. Et pareil, c'est un film sur l'État et l'État militaire en tant que système de pouvoir. Et finalement, c'est un film sur la question, justement, sur des questions de laïcité, finalement. Parce que, enfin, quand on prend au sens littéral ce que c'est que la laïcité, c'est le rapport, justement, entre le pouvoir, entre l'État et la religion et la société. Comment les trois fonctionnent ensemble. Et c'est un film laïque. Au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est un film qui nous fait la démonstration que effectivement donner du pouvoir, trop de pouvoir à l'un à l'autre, et surtout lier comme les anneaux de pouvoir du Seigneur des Anneaux, les lier ensemble, c'est le meilleur moyen justement d'obtenir une société injuste et une société dictatoriale. Et c'est plutôt ce mécanisme-là qu'essayent de montrer les réalisateurs, beaucoup plus qu'un film qui creuserait sur des fondements religieux ou des choses comme ça qui ne sont pas vraiment la question. Et non, puisqu'ils sont à aucun moment remis en cause.
bien discuter. C'est juste que c'est un fait, donc il y a la croyance en Allah, machin, tout le monde y croit, machin, blabla. Ça, c'est jamais, entre guillemets, la question ou bien le problème qui est posé. Même la question du terrorisme, Ouais. d'ailleurs, est finalement assez... relativement évacuée. Pas évacuée, mais périphérique. elle est périphérique, voilà, exactement. C'est pas ça le centre de l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment la foi, le pouvoir militaire, le pouvoir religieux. Qu'est-ce qui se passe quand l'un essaye de contrôler l'autre, ou quand l'un parvient à contrôler l'autre, et qu'est-ce que ça peut donner comme modèle de société. Et c'est intéressant parce qu'en fait tout le film, comme le film a été difficile à tourner, c'est beaucoup un film d'intérieur, avec des scènes de rencontres dans des bars, de rendez-vous dans des bars avec Fares, puis des scènes qui se déroulent dans la cour notamment de la mosquée. Et il y a quelques scènes en extérieur et c'est intéressant parce que je pense que j'ai l'impression qu'il y a des contraintes de tournage et je pense que les contraintes de tournage finalement servent le propos dans la mesure où toutes ces scènes qu'on voit en extérieur, en fait les personnages sont très rarement à l'extérieur, ils sont dans des voitures, ils voient l'extérieur depuis l'intérieur d'un véhicule. Ils sont jamais dans la rue. Non, et ils sont jamais avec le peuple. Ils sont jamais avec les citoyens. Et on a ce sentiment de cette coupure en fait entre une parallèle, une population qui est totalement ignorante de ce qui se déroule dans son dos. Et justement des cercles de pouvoir qui font ça en petit comité. Et là aussi, moi je trouve que ça se rattache vachement avec le carré, quoi. Cette idée qu'il y a deux mondes en fait. Il y a le monde dans lequel nous vivons et nous on croit qu'on a du libre arbitre et on croit qu'on est maître ou que les pays ou que notre gouvernement est maître de ses décisions. Il y a alors le monde qu'en des fait, pouvoirs. alors qu'en fait, voilà, il y a le monde du pouvoir et le monde du pouvoir, c'est un monde de manipulation et des pouvoirs et c'est un monde de manipulation et finalement, je dirais pas que tout est joué d'avance, mais il y a The game is rigged, man. Il y a un hors-champ, en fait, et c'est intéressant de voir que ce film-là, c'est un film de révélation de hors-champ justement. C'est-à-dire que tout ce qui normalement est dans le hors-champ nous est montré, et ce qui normalement nous est montré finalement finit par retourner dans le hors-champ, c'est-à-dire la vie civile quelque part. Et je trouve que la fin notamment est très bien. La scène finale où il va voir l'imam de son village et qui lui pose la question qu'est-ce que tu as appris, et j'aime beaucoup le fait qu'il n'y a pas de réponse. Voilà, y a pas, le personnage ne répond pas, et je trouve ça assez intéressant parce que ça laisse le film assez ouvert sur qui est ce personnage et qu'est-ce qu'il a retenu et comment est-ce qu'il voit toute cette histoire. Et j'ai trouvé que le film était assez passionnant quand même. Et la mise en scène au cordeau, on n'a pas beaucoup parlé, mais la mise en scène est vraiment vraiment au cordeau, avec des questions de point de vue, avec des questions de cadre, des trucs sur les cours, le carré en fait. Voilà. John le carré. Ouais, justement John le carré, mais le carré de la cour, le carré du bistrot. Comment est-ce qu'un lieu civil, un lieu religieux peuvent partager des points communs. Enfin, il y a vraiment des choses. Le placement des personnages dans l'espace, il y a vraiment plein de choses intéressantes, et je suis surpris je me demande pourquoi ça n'a eu que le prix du scénario à Cannes. Je pense que ça aurait mérité sans doute un prix de la mise en scène, peut-être même un petit prix du jury, je pense, mais bon, c'est pas moi qui fais ça, donc tu diras ça à Spike Lee. Voilà. Donc la conspiration du Caire de Tarek Saleh, encore dans vos salles. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément Floré. Alors moi, ça va être Le sel de la terre de Wim Wenders et Juliano Salgado. Donc clairement, une hagiographie de l'immense photographe brésilien Sebastião Salgado. Mais en même temps, quand on veut faire une déclaration d'amour à son père, est-ce que la géographie n'est pas la plus belle des manières ? Exactement. C'est pas faux. Oui. Docteur. Moi, ça sera quelque chose de beaucoup plus, de moins contemplatif, quoique, puisqu'il s'agira d'un film que j'avais complètement loupé et que j'ai rattrapé, qui est Bone Tomahawk de Craig Zeller. Voilà, de Craig Zeller. On l'avait d'ailleurs chroniqué, il me semble, Traîné sur le bitume. Voilà, exactement. Et Brawl in the Cell Block 99. Que j'ai pas encore vu, mais que je vais regarder bientôt. Super film avec Kurt Russell, et un Richard Jenkins impeccable, super casting, et alors sans révéler quoi que ce soit, une scène western horror, western qui verse dans l'horreur, et une scène où j'étais devant ma télé, j'ai fait qu'est-ce qui se passe à l'écran, mon Dieu, c'est caché là aussi, et là ça reste pas rêvé. Là on parle justement de hors-champ et de frontalité, et là pour le coup frontalité, il y a donc âme sensible, s'abstenir, mais amateur de western un peu trashouille, allez-y, foncez. Exactement. Et donc moi sinon ce sera un film de Michael Curtis de 1944, Passage pour Marseille, avec globalement la même équipe
que Casablanca, mais où Michel Morgan remplace Lauren Bacall et non, Ingrid Bergman. Oui, putain. Lauren Bacall, c'est dans Le Grand Sommeil et dans Le Port de l'Angoisse. Oui, c'est pareil. T'as envie que ça soit la même femme, c'est ça. On sent bien le fantasme. Oui. Les femmes froides. Avec James Wong-Ho à la photo absolument magnifique. Film sorti en 1944 pour montrer que les Français, quand même, il y en avait des biens, qu'il y en avait aussi des patriotes avec des grosses burnes. Donc à la fois film d'aviateur, un film de marin, film sur le bac de Cayenne, film d'évasion, film d'aventure, film d'action. Un film de Michael Curtis, quoi. Exactement, voilà, c'est emballé absolument de manière incroyable. C'est absolument idéal et parfait. Donc voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à Valentin à la mise en son. On se retrouve la semaine prochaine donc, pour parler notamment de James Gray. Merci messieurs. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.